Bonjour à tous. Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité à ces échanges. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir participer à ce moment de réflexion collective sur un enjeu aussi déterminant pour notre futur que celui de la géo-ingénierie. Donc, dans le cadre de cet exposé, on va s'intéresser un peu plus précisément aux enjeux géopolitiques de la géo-ingénierie et voir dans quelle mesure elle peut être productrice de déstabilisation de tensions, de conflits, donc précisément en l'absence de ces outils de gouvernance, ou plutôt face aux faiblesses de ces outils de gouvernance qui restent à construire pleinement. Alors je vous propose un exposé en trois temps, peut-être commencer par se pencher sur le cas d'étude de la modification de la météo. Donc comme l'a précisé Lily, il ne s'agit pas à proprement parler de géo-ingénierie, puisqu'il s'agit d'actions de modification de l'atmosphère extrêmement locales pour servir les intérêts notamment du secteur agricole, donc dans des espaces vraiment restreints et délimités. Mais ces pratiques de modification de la météo ont déjà donné lieu à certaines formes de tensions, de conflits interétatiques qui méritent, je pense, de s'y attarder un peu pour voir dans quelle mesure eh bien, ce cas d'étude-là pourrait nous donner des éléments de compréhension des conflits qui pourraient émerger autour de la géo-ingénierie. Puis dans un deuxième temps, on verra un peu plus précisément comment ces projets de géo-ingénierie, par les promesses technoscientifiques qu'ils formulent, en fait, peuvent mener à une mise en échec des politiques climatiques et à une marginalisation des pays dits du Sud, donc un enjeu qui a déjà été souligné par Clive et Lily. Et puis dans un dernier temps, on pourra voir dans quelle mesure eh bien, un déploiement unilatéral de ce type de technique, donc là on va se pencher plus précisément sur la géo-ingénierie solaire, dans quelle mesure un déploiement unilatéral et puis une militarisation de ces techniques pourrait advenir. Alors, la modification de la météo, tout d'abord, donc ça, il s'agit d'une pratique routinière qui est aujourd'hui menée dans de nombreux pays du monde. Hein. On appelle ça de l'ensemencement de nuages et ça consiste à diffuser certains produits dans les masses nuageuses, donc notamment de l'iodure d'argent, pour modifier les conditions atmosphériques, donc plus précisément les conditions météorologiques, pardon, donc soit pour augmenter les précipitations, soit pour lutter contre les aléas météorologiques tels que la grêle. Et en Europe, notamment en France, on fait beaucoup ça, quasiment sur tout le territoire français. On va ensemencer les nuages en prévision des orages qui sont annoncés par Météo France pour prévenir les chutes de grêle. Et donc peut-être pour revenir un peu sur les enjeux vraiment de géopolitique qui pourraient émerger ou qui ont déjà émergé autour de ce type de technique, j'aimerais revenir un peu dans le passé, donc un petit retour en arrière, plus précisément en 1963, donc au mois d'octobre, un an après l'émergence de la crise des missiles de Cuba, un cyclone de catégorie 4, le cyclone Flora, va frapper Haïti avant de virer à l'ouest en direction de Cuba, où ce cyclone va s'attarder pendant 4 jours. Il va causer des pluies diluviennes et des inondations catastrophiques. Il va faire... Donc, on recense environ 7000 morts sur le chemin de ce cyclone. Et les États-Unis, qui à l'époque sont bien connus pour un projet de modification des ouragans qui s'appelle Storm Fury. Donc, c'est un projet qui les a poussés à ensemencer plusieurs cyclones au cours des années précédentes pour voir s'ils arrivaient à diminuer l'intensité des dégâts. Eh bien, ils sont bien connus pour ce projet-là. Donc, ils vont être accusés, les États-Unis, par Fidel Castro, d'avoir délibérément dévié la trajectoire de l'ouragan Flora pour qu'il touche Cuba, ce qui est fermement démenti par les scientifiques américains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, le Mexique va emboîter le pas à Cuba et va imputer aux États-Unis non pas des aléas de type pluie diluvienne ou ouragan, mais va au contraire leur imputer la responsabilité des sécheresses qui touchaient le territoire mexicain à l'époque. 50 ans plus tard, donc au cours de la décennie 2010, le gouvernement iranien va accuser de manière répétée non seulement les États-Unis, mais aussi les pays européens d'accaparer l'eau de pluie par la technologie et de contribuer aux sécheresses de plus en plus fortes qui sont expérimentées par le territoire iranien. Et donc notamment en 2012, le président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, va déclarer « L'ennemi détruit les nuages qui se dirigent vers notre pays, et c'est une guerre que l'Iran gagnera. » La même année, le vice-président iranien Hassan Mousavi va déclarer « L'arrogance mondiale et les colons affectent les conditions climatiques en Iran grâce à la technologie.
La sécheresse est un problème sérieux et il est évident qu'il s'agit d'une forme de guerre subtile, donc en anglais soft war. De telles accusations vont encore être relayées en 2018 par le chef de l'organisation de la défense civile iranienne, cette fois à l'encontre d'Israël. Et tout ça, ça met vraiment en évidence une réalité géopolitique assez intéressante. C'est l'inefficacité de la convention NMOD, donc la convention qui est signée dans les années 70 pour prohiber toute instrumentalisation militaire de l'environnement. Donc on voit véritablement l'inefficacité de cette convention, en tout cas pour prévenir les conflits liés à la modification délibérée de l'atmosphère. Puisqu'en fait, malgré l'existence de cette convention, toute pratique de modification de la météo est à l'échelle internationale susceptible d'être perçue au mieux comme un acte inconsciemment injuste, donc un acte d'accaparement des ressources qui ne se reconnaît pas vraiment, au pire comme une manœuvre géostratégique, et ce, même s'il s'agit uniquement d'usage civil de la modification de la météo. Et c'est bien d'usage civil dont il est question aujourd'hui avec des pratiques d'ensemencement de nuages qui, comme on l'a déjà précisé, sont majoritairement menées pour servir le secteur agricole. Donc, au regard des projections actuelles sur la raréfaction future des ressources en eau à cause des changements climatiques, on peut être tenté de penser qu'on tient là, dans ces conflits-là, ou en tout cas dans ces techniques de modification de la météo, le terreau d'un certain nombre de tensions futures et peut-être même le défi du siècle en matière d'hydrodiplomatie. Et ce qui est également intéressant de constater par rapport à la modification de la météo, c'est qu'on voit apparaître des tensions autour des ressources hydriques, et ce à des échelles extrêmement larges. On va avoir l'Iran qui reproche à l'Europe ou aux États-Unis, donc des continents différents, d'accaparer ces ressources en eau. Et donc c'est ça précisément qui en fait un cas d'étude intéressant pour la géo-ingénierie, puisque d'habitude l'eau c'est une querelle de voisinage, et là il y a quelque chose d'autre. Il y a une histoire vraiment à échelle globale, et ce quelque chose d'autre qui globalise la tension ou le conflit autour de la modification de la météo, associé à une certaine conception de la puissance géostratégique. Cet imaginaire dans lequel on baigne aujourd'hui pose une croyance. Nous pouvons délibérément influencer les conditions atmosphériques. Si cette croyance est posée, diffusée par les États eux-mêmes parfois pour leur autopromotion, alors tout devient possible sur la scène internationale. Chaque sécheresse, chaque pluie diluvienne, chaque cyclone devient suspect. Puisqu'une fois que cette croyance dans l'omnipotence technique est posée, elle peut donner libre cours à la fois aux espoirs des uns et puis aux préoccupations, aux inquiétudes des autres. Donc, c'est-à-dire que cette omnipotence technique, elle va pouvoir être perçue, par exemple, comme une issue de secours pour les pollueurs historiques, donc les grandes puissances pétro-gazières et les États souhaitant achever leur développement sans se préoccuper d'atténuation. Et donc là, on voit vraiment apparaître le spectre de la géo-ingénierie qui émerge comme une issue pour ces États-là. Mais cette omnipotence technique, elle peut aussi être perçue comme un instrument de domination occidentale par les États qui entendent précisément questionner cette domination, ou bien elle va pouvoir être relayée comme telle pour gagner l'adhésion de la population sur la base d'un anti-occidentalisme ou d'un anti-américanisme. Donc précisément, pour l'Iran, la capacité dont se targue l'Occident de pouvoir altérer la météo, c'est un puissant argument pour nourrir sa rhétorique anti-occidentaliste. Et de même, la dénonciation de supposées pratiques de contrôle militaire de l'environnement participe pleinement de l'anti-américanisme turc. Lors du séisme qui a frappé la Turquie en février 2023, l'ancien maire d'Ankara, Melik Gökçek, avait explicitement mis en cause le programme de recherche américain HARP sur Twitter. Donc là, on voit vraiment comment la technique perçue comme omnipotente au sein de cet imaginaire technoscientifique peut produire de la défiance, de la conflictualité,
Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'au sein de cet imaginaire technoscientifique, la portée des pratiques, elle est perçue comme infinie, et la distinction entre ce qui relève du local ou du global, ce qui va relever du météorologique, du climatique ou du sismique, elle n'a plus vraiment de sens. En fait, il s'agit simplement de restructurer les relations internationales autour d'une croyance en la capacité humaine à altérer délibérément l'environnement. Et donc cette croyance est tout à la fois génératrice de suspicion et de tension autour de la modification de la météo, mais aussi autour donc, de pratiques de géo-ingénierie, puisque l'une comme l'autre se fondent un peu bien l'une dans l'autre dans cet imaginaire. Donc on va maintenant pouvoir se pencher un peu plus sur la question de la géo-ingénierie. Peut-être d'abord sur la question de la capture carbone. Donc avec peut-être un événement récent et précis sur lequel on pourrait appuyer notre réflexion pour commencer. Donc les 2 et 3 mai, à l'occasion du dialogue de Petersberg sur le climat, on sait qu'une quarantaine de dirigeants internationaux se sont réunis afin de préparer la COP28, donc qui va se tenir à Dubaï au mois de décembre. Et à cette occasion, le sultan Ahmed Al-Jaber, qui est ministre émirati de l'industrie et des technologies avancées, et également PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ADNOC, avait tenu un discours assez ambivalent, puisque à ce moment-là, donc lors de ce discours, il avait tout à la fois appelé à l'accélération du développement des énergies renouvelables et il n'avait sans toutefois prôné la réduction de la consommation des énergies fossiles. Donc en fait, il considérait, en tout cas, il a affirmé que ces énergies fossiles, elles devaient jouer un rôle majeur dans la réponse aux besoins énergétiques mondiaux qui étaient en train de croître. Et donc, il ne s'agissait pas de se détourner de ces énergies fossiles, mais bien plutôt de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées, donc par le biais de techniques de capture carbone. Cette prise de position, elle montre vraiment, elle incarne la réticence du secteur pétro-gazier et des États qui en dépendent à amorcer une réelle transition énergétique, puisqu'il s'agit en fait au contraire de conserver les modes de production énergétique actuels tout en investissant dans les énergies renouvelables de manière additionnelle pour une transition future et lointaine. Mais vraiment, le captage du carbone pour ces acteurs, il est tentant puisqu'il permet, au moins théoriquement, de préserver les intérêts économiques des industries polluantes sans contrarier les objectifs de réduction des émissions carbone. Et donc, cette prise de position de la part du futur président de la COP28, elle augure vraiment une présidence sous l'égide de la préservation des énergies fossiles, adossée à une rhétorique technosolutionniste, et donc à la mise en valeur des technologies de captage carbone. Et tout ça, le risque vraiment fondamental à l'échelle internationale, c'est d'opérer de mettre en valeur ces technologies de captage du carbone comme un report de prise de position politique, puisqu'on va venir relativiser la nécessité de réduire les émissions par la possibilité de les éliminer a posteriori. Ces dynamiques-là, elles montrent peut-être plus largement dans quelle mesure la géo-ingénierie est en train de monter en puissance dans l'arène internationale en tant que mode d'atténuation des changements climatiques qui ne nécessite pas de remettre en question le système socio-économique actuel. Et par ailleurs, la possibilité que la mise en valeur du captage du carbone paralyse les négociations climatiques lors de la prochaine COP serait tout à fait cohérente avec une forme de nivellement par le bas des ambitions climatiques internationales qu'on a pu constater au fil des dernières années, puisque les objectifs en matière d'atténuation, dont l'importance était encore soulignée lors de la signature des accords de Paris à la COP 21, n'ont donné lieu à aucune avancée majeure au fil des dernières COP, et les négociations se sont orientées vers d'autres impératifs climatiques, notamment l'adaptation lors de la COP 26 et la question des pertes et dommages lors de la COP 27.
Ces impératifs, ils sont véritablement fondamentaux. Il est fondamental d'assurer la résilience des territoires face au changement climatique, donc d'investir dans l'adaptation. Il est également fondamental de dédommager les pays qui sont déjà frappés durement par les changements climatiques et qui sont les plus vulnérables face à ces changements. Donc la question des pertes et dommages est également fondamentale. Mais le problème, c'est que ces impératifs ne sont pas adossés à une véritable politique d'atténuation. Donc ils viennent plutôt agir comme des prétextes pour ne pas parler d'atténuation et peut-être même comme des substituts à l'atténuation. Donc on observe une forme de glissement progressif des ambitions, d'une volonté de limiter les changements climatiques à une volonté de s'y adapter, puis de réparer les dégâts causés. Donc dans cette perspective, la dernière étape de ce nivellement par le bas pourrait consister en une paralysie des négociations par l'invocation d'un progrès technologique futur qui ferait disparaître les émissions de gaz à effet de serre sans en traiter les causes. Et donc, véritablement, le risque géopolitique qu'on peut prévoir là, c'est que la prise de décision internationale soit tout à fait étouffée par la promotion de ce progrès technologique, de ce progrès technologique futur par quelques États qui vont venir paralyser le dialogue pour préserver leurs propres intérêts. Et d'ailleurs, on trouve déjà un exemple de cette forme de blocage, de paralysie du dialogue en 2019, lorsque la Suisse et 9 autres pays avaient déposé une proposition de résolution au programme des Nations Unies pour l'environnement, une proposition qui visait à entreprendre une évaluation des options de géo-ingénierie et de leurs risques, et qui faisait valoir le principe de précaution. Mais donc cette résolution, cette proposition, elle avait été bloquée par les États-Unis, par le Brésil et par l'Arabie Saoudite. Et donc ça montre vraiment que la géo-ingénierie va poser un sérieux défi de compatibilité avec la prise de décision démocratique. Et donc il faut ajouter à cela le fait qu'un certain nombre d'États ne disposent pas des ressources pour mettre en œuvre des recherches dans le domaine, qui n'ont pas forcément les moyens d'être aussi bien représentés dans les arènes de négociation internationales, et que de surcroît, ils peuvent être particulièrement vulnérables au changement climatique ou bien aux effets indésirables de certaines technologies de géo-ingénierie, et donc notamment de géo-ingénierie solaire. Et précisément, dans le cadre d'une politique climatique fondée sur la géo-ingénierie solaire, les États dits des Suds seraient de facto mis de côté dans les processus de décision par leur manque de ressources et de représentativité, sachant qu'ils subissent déjà les conséquences du dérèglement atmosphérique par les grands pollueurs historiques. Ils devraient encore une fois subir un dérèglement climatique initié volontairement par les grandes puissances. Et donc ce point, ça a été notamment assez bien exploré par Frank Bierman et Ina Moller, qui ont problématisé le développement de la géo-ingénierie solaire comme un processus de marginalisation du Sud global. Et ils ont appelé à un contrôle politique total par l'intégralité des États de la communauté internationale, ce qui est quand même un sacré défi à l'échelle globale. Et donc peut-être pour creuser dans les quelques minutes qui me restent la question justement de cette géo-ingénierie solaire en tant que défi pour la communauté internationale, je ne vais pas revenir spécifiquement sur les enjeux de réglementation internationale ou de gouvernance, puisqu'ils vont peut-être être traités avec plus de profondeur plus tard par des plus grands spécialistes de la question que moi, mais peut-être sur le plan véritablement disons du risque d'unilatéralité et de militarisation de ces techniques, ce qu'on peut voir véritablement, c'est que l'absence de réglementation solide sur ce point, l'absence de contrôle effectif de déploiement de ces technologies par tous les pays, présente un risque disons, déploiement qui n'aurait pas été validé par l'ensemble de la communauté internationale. Et ça, on a déjà pu le constater très justement avec les actions de la start-up américaine Make Sunsets, donc littéralement faire des couchers de soleil. Clive en a parlé tout à l'heure lorsqu'il parlait des cooling credits. Eh bien, cette start-up fait partie de cette mouvance assez inquiétante, puisque donc cette start-up vend à des particuliers la possibilité d'acheter des crédits de refroidissement, donc un certain nombre, en fait, une certaine quantité de substances
à pulvériser dans la stratosphère. Donc ici, c'est des aérosols, c'est de l'acide sulfurique, ce qui est proposé. Et donc, ils ont déjà pu librement réaliser ce type d'injection, notamment au Mexique, à très petite échelle. Et le 13 janvier 2023, le gouvernement mexicain a réagi publiquement, tout d'abord en notifiant que les injections d'aérosols stratosphériques qui avaient été réalisées par Make Sunset avaient été effectuées sans aucune autorisation ni consultation préalable. La question étant, est-ce que il y a une obligation légale aujourd'hui de notifier un État lorsqu'on fait une injection sur son territoire? Et le Mexique a annoncé qu'il allait interdire toute expérimentation de géo-ingénierie solaire sur son territoire, précisément au regard de l'absence d'accords internationaux sur le sujet et en vertu de la nécessité de protéger les communautés locales et l'environnement. Donc à ce moment-là, le Mexique est le premier État à annoncer une interdiction totale et explicite des expériences de géo-ingénierie solaire, et il est aussi l'un des premiers États à prendre publiquement position sur le sujet, notamment 1 an après la décision prise par les États-Unis d'encourager et de coordonner la recherche en géo-ingénierie solaire sur son territoire. Cette réaction du Mexique, elle montre plus précisément toutes les tensions qui peuvent découler des liens entre souveraineté étatique et sécurité climatique. Et ça montre une réelle volonté de sécuriser un territoire national qui est de plus en plus exposé aux déstabilisations anthropiques et délibérées de l'atmosphère. Une atmosphère qui est un bien commun mondial, à l'instar de la haute mer. Et donc cette question, qui a également été signalée donc, par la résistance du peuple sami face au projet Scopex, cette question de la dimension territoriale, elle est bien commune avec celle de la modification de la météo. Et puis peut-être un dernier point que j'aimerais développer avec vous, c'est le fait que cet incident, il a mis en évidence un scénario, cet incident donc, de Make Sunset, il a mis en évidence un scénario qui jusque-là faisait l'objet de préoccupations jugées parfois irréalistes. Donc c'est le scénario du déploiement unilatéral et à grande échelle d'une technique de géo-ingénierie solaire par un acteur public ou privé, avec un risque d'autant plus préoccupant, celui d'un conflit entre l'État moteur de ce développement et puis les États qui n'auraient pas donné leur accord en amont, au premier chef desquels donc les États les plus pauvres et les plus vulnérables. Et donc dans un contexte d'urgence climatique, un désaccord interétatique sur le déploiement d'une technique de géo-ingénierie solaire pourrait ne pas aboutir à son abandon, mais au contraire à sa mise en œuvre par une coalition d'États, sinon à sa mise en œuvre unilatérale. Cette possibilité, elle est favorisée par le faible coût du déploiement et elle a été problématisée par le concept de l'effet du conducteur clandestin, donc un concept qui met en évidence le ratio extrêmement positif sur le plan économique entre les coûts d'un déploiement de géo-ingénierie et les bénéfices potentiels, notamment issus de l'annulation du réchauffement planétaire couplé à un évitement des politiques d'atténuation. Et donc, cet effet du conducteur clandestin, il peut notamment donner lieu à 2 grands risques. Donc, qu'un déploiement finisse à être mené pour servir prioritairement les intérêts nationaux de l'État qui le déploie. Donc, si on prend par exemple le cas des États-Unis, qui est considéré comme le leader mondial dans la géo-ingénierie solaire, eh bien, cet attrait des États-Unis pour ce domaine de recherche, il entre véritablement dans des perspectives stratégiques liées à la conservation d'une hégémonie économique et militaire. Et cela explique notamment l'implication des institutions américaines de défense, de renseignement et de politique étrangère dans le développement de la géo-ingénierie solaire, donc dans le cadre de logiques de militarisation. Et donc cet exemple-là nous montre bien que si un déploiement unilatéral a lieu, il va toujours servir les intérêts prioritaires nationaux de l'État. Et puis peut-être deuxième grand risque, et je m'arrêterai là-dessus, c'est le fait que des puissances se mettent en concurrence autour du déploiement de ces techniques, donc précisément si les États-Unis prennent le leadership sur la question, qu'il y ait une dynamique de concurrence qui se mette en place, par exemple, entre les États-Unis et la Chine. Et donc, une telle course à la géo-ingénierie solaire contiendrait en propre un risque d'escalade conséquent si une première technologie était déployée. Si un conducteur clandestin vient à initier un déploiement unilatéral, d'autres États pourraient déployer des programmes de contre-géo-ingénierie afin de répondre au déploiement initial. Et c'est d'ailleurs 2 formes de contre-géo-ingénierie ont été théorisées, disons une contre-géo-ingénierie de neutralisation
qui consistera à diffuser de nouvelles substances dans la stratosphère afin d'accélérer le dépôt atmosphérique des substances diffusées en premier lieu, et une contre-géo-ingénierie de compensation qui chercherait à inverser les effets des substances diffusées en injectant notamment des agents de réchauffement. Et donc vraiment par-delà ce scénario catastrophe qui consisterait en des interventions et des contre-interventions de refroidissement planétaire, c'est bien cette même question qui se pose, celle des clivages idéologiques concernant la solution à apporter au changement climatique et celle de la contestation de l'hégémonie technoscientifique occidentale qui peut produire de la friction et des tensions. Et donc peut-être un petit mot de conclusion, je dirais juste que vraiment le déploiement potentiel d'une technologie de géo-ingénierie solaire induit non seulement le risque d'un dérèglement technique des phénomènes atmosphériques, ça on y est bien sensible, mais aussi il y a un risque de compromission de toute possibilité de gouvernance internationale du climat dans un contexte hautement conflictuel autour de la marche technologique à suivre et dans un contexte d'affaiblissement des politiques d'atténuation. Je m'arrêterai là.